À Madagascar, la mobilisation de la jeunesse se poursuit et ne montre aucun signe d'essoufflement. Les jeunes, regroupés sous l'étendard de la Génération Z, exigent la démission du président Andry Rajoelina. Mais leurs revendications vont plus loin. Refondre les institutions, renforcer la transparence, lutter efficacement contre la corruption. Face à ces appels, le pouvoir a bien tenté de réagir en dissolvant le gouvernement. Mais pour la jeunesse, cette décision reste largement insuffisante. Inspiré par les mouvements de la Génération Z au Kenya ou encore au Népal, ce soulèvement s'inscrit dans une dynamique mondiale où la voix de la jeunesse cherche à peser de plus en plus fort. Cette vidéo revient sur les faits, les revendications et les perspectives de ce mouvement qui pourrait bien redéfinir l'avenir politique de Madagascar. Antananarive, ce sont des centaines de manifestants qui se sont encore rassemblés pour réclamer le départ d'Andry Rajoelina. Le renvoi du gouvernement n'a pas calmé la rue. La contestation, partie des coupures d'eau et d'électricité, a fait au moins 22 morts et plus d'une centaine de blessés selon l'ONU. Le mouvement Gen Z, qui s'est puissamment structuré en ligne, a multiplié les consignes pour permettre aux manifestants d'affronter les grenades lacrymogènes et plus généralement la répression d'État. Eau, masques, parapluies, batteries pour filmer et même des équipes de premiers secours reconnaissables à leur croix bleue sur le poignet gauche. Dans de nombreuses villes du pays, la jeunesse dit stop au délestage, à la corruption et à l'impunité, et les excuses télévisées du président, qui a eu le mauvais goût de lancer un appel à candidature sur LinkedIn pour recomposer l'exécutif, n'ont permis aucune reprise en main du pouvoir. Comment expliquer cette colère populaire puissante? Jusqu'où ira-t-elle? J'en parle avec Laure Verneau, journaliste à Africa Intelligence, ancienne correspondante de médias français à Madagascar. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, comment expliquer, Laure, la colère qui secoue la grande île, qui a commencé finalement par des préoccupations de bien-être assez élémentaires? Quelles étaient-elles et pourquoi ont-elles accouché d'un mouvement aussi puissant? On a tout simplement une population qui vit un quotidien assez insoutenable depuis 5 ans, je dirais, depuis l'accession au pouvoir, même depuis 2018, depuis l'accession au pouvoir finalement d'Andry Rajoelina. Donc les manifestants demandaient au départ, vous l'avez dit, l'accès à des besoins élémentaires comme de l'eau potable, de l'électricité. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Les chiffres sont connus. 80% des Malgaches vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais concrètement, ça s'illustre dans leur quotidien. Il faut faire la queue tous les jours pour avoir de l'eau. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Pendant le Covid, si on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas être soigné. Les populations qui vivent dans les bas quartiers vivent à proximité d'ordures. Et dès qu'il y a une inondation, ça monte et ils sont piégés. Enfin, c'est un quotidien vraiment dur et insoutenable qui ne fait que s'empirer. Et finalement, si le mouvement qui est parti le 25 septembre est parti, vous l'avez dit, du mouvement Gen Z, ils ont été finalement rejoints par une grande partie de la population qui est à bout. Alors justement, donc, en fait, finalement, les jeunes qui ont été le fer de lance de cette colère se sont vus rejoints par des personnes plus âgées. Oui, c'est ça, tout simplement par des habitants lambda dans plusieurs grandes villes. On parle d'Antananarive, mais il y a aussi la grande ville du Nord, Diego Suarez. Il y a eu aussi dans le sud, Atuélar. C'est une manifestation, je pense, qui a été instigée donc, par ce collectif de jeunesse, un peu comme au Népal. Ils s'en inspirent d'ailleurs librement, mais qui est symptomatique d'un ras-le-bol général de la population. Alors, comment le mouvement s'est fait? Comment se sont agrégées des revendications politiques sur des thématiques comme l'état de droit, la justice et la lutte contre les violences policières? Je dirais qu'il y a une gradation dans les revendications. Le mouvement Gen Z, c'est un collectif de jeunesse qui s'est créé, comme au Népal, sur les réseaux sociaux. Ils se sont réappropriés d'ailleurs la figure du pirate issu du manga One Piece, et ils l'ont coiffé d'un chapeau en raffia, d'un chapeau Betsileo, qui est l'une des ethnies de Madagascar. Et comment s'est passé comment s'est fait la transition entre les revendications politiques pures
et des revendications, des revendications catégorielles pures à des revendications plus politiques? Je dirais que le mouvement s'est radicalisé politiquement, en tout cas de la Gen Z, que les revendications sont au fur et à mesure allées vers quelque chose de plus politique parce que le gouvernement ne réagissait pas. Le président était à l'extérieur du pays, il était à New York. André Rajoelina, pardon, était à l'ONU pour faire un discours. Et voilà, on est à une semaine après les premières manifestations. Il demande maintenant la démission du président. Et la réponse que le chef de l'État a apportée hier de limoger tout son gouvernement et de nommer un nouveau Premier ministre, elle apparaît comme peu satisfaisante. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un changement radical, profond, avec des nouveaux décideurs politiques. Est-ce qu'ils veulent la tête du président aujourd'hui? Ils veulent sa démission. C'est en tout cas ce qui est réclamé maintenant, aujourd'hui. Oui, ils veulent que le président quitte le pouvoir. Parce qu'à Madagascar, il y a quand même eu beaucoup de mouvements populaires qui ont abouti au départ du président. Didier Ratsir qui était parti après une élection, mais une forte contestation sociale qui avait permis l'arrivée de Marc Ravalomanana. Et après, lui-même, il est parti poussé un peu par la porte via Ange Razoelina, qui est revenu au pouvoir plus tard. Et aujourd'hui, Ange Razoelina pourrait-il vraiment... Est-ce qu'ils ont les moyens de le pousser à la démission aujourd'hui? Alors là, ce serait faire vraiment de la politique fiction. Moi, je peux vous parler de ce qui se passe maintenant. C'est que ce qui déstabilise, en tout cas, le gouvernement, enfin, en tout cas, André Rajoelina et ce qui reste d'autorité malgache, c'est que le mouvement est imprévisible. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Sa grande force, c'est qu'il est horizontal et qu'il n'est pas, comme les anciens mouvements que vous avez cités, qu'il n'est pas récupéré par d'autres politiciens, il n'est pas récupéré par l'opposition, il n'est pas récupéré par d'anciens présidents. Donc je pense que c'est assez dur, c'est difficile pour le gouvernement et je pense que André Rajoelina navigue actuellement un peu à vue. Et d'ailleurs, la dissolution du gouvernement, elle a été perçue sur place comme une manière pour lui de gagner du temps. Parce que après l'autre inconvénient d'un mouvement jeune et sans ligne très très claire encore de la Gen Z, c'est que c'est un mouvement qui peut-être pourrait s'user au fil du temps. Donc là, globalement, ça va être une bataille contre la montre. C'est quand les prochaines élections présidentielles à Madagascar? C'est 2023 plus 5. Donc, 2028. Finalement, le renouvellement démocratique de la légitimité d'Ange Razoelina est plutôt récent. Ça oui, et aussi, puis les résultats des élections étaient contestés. Enfin, c'est un président qui actuellement a perdu pied avec une partie de l'opinion. Et tout à l'heure, vous parliez des revendications aussi contre les violences policières. Il faut voir aussi que c'est des manifestations qui sont essentiellement réprimées par la gendarmerie parce que c'est le corps en place qui a le plus de moyens actuellement, de façon très sanglante. Le haut-commissaire à l'ONU a parlé d'au moins 22 morts depuis jeudi dernier, ce que les autorités sur place ont contesté. Mais c'est aussi quelque chose dont la jeune génération ne veut plus. Alors, comment le mouvement Gen Z s'est structuré en ligne et hors ligne? Parce que Internet a été un moyen de mobilisation. Comment s'y sont-ils pris? Ils ont lancé des appels à manifestations sur les réseaux sociaux. Et, quels sont les réseaux sociaux les plus... Voilà, sur Facebook, sur Instagram, les plus connus. Il y a eu aussi des discussions sur Discord, il me semble. Discord ou Telegram, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux... TikTok Live, peut-être? Pardon? Des TikTok Live aussi? TikTok aussi, ouais, exactement. Enfin, sur les plus classiques. Et depuis jeudi dernier, ils publient leurs revendications de l'eau, de l'électricité, la chute du Premier ministre, la démission du président. Et ils publient des points de rendez-vous dans les manifestations, pour faire manifestation avec les habitants. Comme les Gilets jaunes, en fait. Comme les Gilets jaunes, oui, d'une certaine manière. Et il y a quelque chose sur lequel ils insistent très fort. Les Gilets jaunes en France. Oui, et il y a une notion sur laquelle ils insistent très fort, c'est qu'ils veulent des manifestations pacifiques. C'est un mouvement qui se veut essentiellement non violent, d'où en fait leur colère face à une répression qu'ils estiment disproportionnée. Alors, justement, cette manière de publier les appels à mobilisation fait penser aux Gilets jaunes en France. On avait déjà parlé
de la similarité entre les mouvements de jeunes au Kenya il y a quelques mois et les Gilets jaunes en France. Nous sommes également à 15 ans après les mobilisations des printemps arabes. Est-ce que la conscience de marcher dans les pas d'une forme de continuité existe ou finalement ils font un peu de la prose sans le savoir? Oh non, j'ai l'impression qu'il y a il y a un vrai ras-le-bol et qui est pour le coup très conscientisé. Il s'inspire vraiment ouvertement de ce qui s'est passé au Népal. Là, en ce moment, il y a un mouvement de contestation qui est en train de, qui se passe actuellement au Maroc, qui s'appelle Gen Z 212, je crois. Oui, absolument. Voilà, c'est pas. Je pense que nous, avec notre grille de lecture, évidemment, ce qui nous y fait penser en France, c'est peut-être en effet les Gilets jaunes, mais eux, ils s'inscrivent vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé au Népal, par exemple. Ok. Alors, est-ce que les pillages et les incendies qu'on peut observer relèvent du dérapage spontané ou alors de l'instrumentalisation pour discréditer la mobilisation? Comment c'est analysé là-bas? Je dirais une instrumentalisation seulement partielle, parce qu'en fait, ça s'est un peu fait en deux temps. Au début, on a pu voir peut-être des gens casser de façon un peu plus organisée pour ensuite laisser rentrer les populations les plus pauvres pour faire des pillages. Et ça a simplement révélé en fait ces scènes qui ressemblent un peu à des émeutes, qui ressemblent à des émeutes de la faim. Ça a finalement beaucoup plus rappelé l'écart d'inégalité entre les populations, entre les populations pauvres qui sont venues piller les magasins. Elles vivent parfois à des kilomètres de là. Elles ne sont pas du tout concentrées dans ces zones-là. Elles sont reléguées, comme dans beaucoup de villes, plutôt sur les franges de la capitale. Ok, donc finalement, c'est aussi une manière de symboliquement récompenser les plus pauvres. Alors pourquoi Ange Razoel échoue-t-il à maîtriser la situation? Et est-ce qu'il a aujourd'hui le moyen, quel moyen il a pour reprendre la main? Ça, encore une fois, ce serait un peu faire de la politique fiction, mais le sentiment général qui se dégage, c'est que il est fébrile et que la dissolution du gouvernement est perçue sur place comme une façon de reprendre la main sur le narratif et de gagner du temps. Vous disiez qu'il avait lancé des candidatures pour recomposer l'exécutif. Il est censé nommer un Premier ministre demain, donc tous les yeux sont rivés... Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas une manière de rejoindre les manifestants sur les plateformes numériques? Sachant que LinkedIn, c'est quand même une plateforme de la classe moyenne supérieure. Je pense que c'est plus une solution vraiment pour aller le plus vite possible, parce que 72 heures pour recomposer totalement un nouveau gouvernement avec un nouvel exécutif, comme le demande la Gen Z, c'est quelque chose... Ça veut peut-être dire qu'il manque de ressources humaines, mais même qu'il manque de personnes, que toute son équipe est discréditée. Aux yeux de la population, j'ai l'impression que c'est ce qui se joue, oui, et que ce sera analysé très finement, et que la nouvelle équipe sera scrutée très finement, en effet. Donc finalement, on va observer dans les jours à venir s'il peut garder la main. Et l'opposition, elle ne dit rien. Est-ce qu'elle représente une alternative ou elle est tout aussi affaiblie que le pouvoir à Madagascar? Je pense que le mouvement actuel ne veut pas non plus de l'opposition. Alors, la contestation, pour être très exact, est partie de 2 députés de l'opposition municipale. Et après, ça a essaimé et ça a complètement dépassé ce cadre purement politique. Mais non, je ne vois pas les équipes de l'ancien président Marc Ravalman ou même du président R. Radon-Armampian participer au gouvernement d'Ange Razoel. Il se discréditerait, je pense. Ange Razoel ou l'opposition? L'opposition, participer à un nouveau... C'est elle qui se discréditerait en... Oui, et puis je pense que les gens n'en veulent plus non plus. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, de ce que j'en comprends, c'est que les gens veulent la population veut une nouvelle équipe, un nouvel exécutif, pas des personnalités qu'on a pu voir et revoir dans le passé. Et c'est la force du mouvement, d'ailleurs, c'est personne ne peut le récupérer pour le moment. Donc. Mais s'il fait tomber le pouvoir, il faudra bien qu'il mette en place une alternative ou bien qu'il laisse des alternatives s'exprimer. Et peut-être que la solution, elle se passera... ça, c'est vraiment, encore une fois, faire de la politique fiction, mais
Peut-être que la solution, ce serait un gouvernement mixte, technocrate, civil, qui pourrait satisfaire la société civile, qui pourrait satisfaire la population. Et peut-être que ce serait une solution beaucoup plus appropriée que de renommer des gens que la population a vus dans le passé et contre lesquels elle s'est élevée. Alors, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. J'espère que tu reviendras pour nous parler de la suite des événements. Laure Verneau, journaliste à Africa Intelligence, ancienne.